J'ai une première question. Alors voilà, du coup, pour piéger un petit peu les spécialistes du studio Ghibli, quel est le premier film du studio Ghibli? Ah putain. J'ai plus son nom. C'est pas... le château de je sais plus quoi de... Le château dans le... Non, pas le château dans le ciel. Ah. Le château de... quelque chose, je sais plus comment il s'appelle le personnage de... Tu penses à Lupin 3, le château de Cagliostro. Oui, c'est à celui-ci que je pense. Ok, tu penses à celui-là. Et toi, Ultra? J'ai aucune idée. Je sais qu'il est... ça date fin des 70. Je crois qu'il y a un truc dans les années 50, mais... Non, carrément. Du studio Ghibli. Ah oui, pas studio... Oui, pas Miyazaki. Pas de Takahata et de Miyazaki, dont on parlera très rapidement. Mais ouais, le château... le château de Cagliostro. Ok, et toi, Ultrachi? Je sais pas. Même pas une petite pioche comme ça, là non. Ok. Bon, on va partir aux origines, hein, parce qu'effectivement, le château Cagliostro de la série de Lupin, il y a un très 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 bon film. Je crois de mémoire, il date de 1983. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a le film le plus connu qui a lancé la carrière véritablement de Miyazaki, qui, à partir d'un de ses mangas, dont on parlera rapidement tout à l'heure, il date de 1984. Et la date officielle de création du studio Ghibli, c'est le 15 juin 1985. Ah d'accord. C'est pas Nausicaa. Ce n'est pas Nausicaa, contrairement à ce qu'on pense. Effectivement, la plupart des gens qui découvrent un petit peu Miyazaki avec Nausicaa. Donc c'est Kimi no Sete. C'était le château dans le ciel. Kimi no Sete, le château dans le ciel. Voilà. Donc pour parler rapidement, en fait, c'est vraiment un duo de réalisateurs. Donc on a évoqué, c'est Takahata et Miyazaki, qui se rencontrent dans les années 60 et qui nouent des liens professionnels très très forts, en travaillant comme animateur souvent dans de nombreux projets. Et ce qui a donné un petit peu la naissance du studio, c'est quand Miyazaki publie son manga Nausicaa, justement, au sein du magazine d'animation Animage, et on lui propose du coup, la société qui détient ce manga, de transformer ça en film d'animation en 83. Takahata, qui travaille aussi sur le projet, va choisir de collaborer avec le studio qui s'appelle Topcraft pour concevoir le film. Et cet événement va constituer un petit peu le point de départ du studio Ghibli. En fait, effectivement, on le considère un peu comme un film Ghibli parce que c'est le film Ghibli avant Ghibli. En fait. Ça connaît plutôt un beau succès en fait, et ils se décident un petit peu de lancer tous les deux en fait le studio Ghibli, comme je disais, le 15 juin 1985. Voilà. Donc le vrai premier long métrage, effectivement, c'est bien Le Château dans le ciel. Et avant de parler un petit peu de comment a évolué ce studio jusqu'à nos jours, une petite interrogation sur le nom Ghibli, qui se prononce d'ailleurs Ghibli et pas Ghibli, comme on le fait en France. C'est vrai. À votre avis, d'où il vient ce nom? Quelle était l'inspiration? Ah putain, je l'ai lu quelque part, là je sais plus. Ghibli. Eh ben, moi, du coup, je savais que ça venait un petit peu de cette référence-là. Ça désigne un vent chaud soufflant dans le désert du Sahara. En fait, j'ai l'impression, et là, pour le coup, j'ai pas vérifié, j'ai pas été dans un podcast de précision pour une fois. Pas grave. C'est l'autre nom du Sirocco, en fait. Ça aurait pu, le studio Ghibli aurait pu s'appeler le studio Sirocco. Ça aurait été con. Par rapport aux Italiens, je pense que là, il y aurait eu de rêve qui colle pas, quoi. Il aurait pu l'appeler Mistral s'il est arrivé vers la fin de... Et en fait, voilà, ça désigne un vent chaud soufflant dans le désert du Sahara, et utilisé par les pilotes italiens, tu vois, comme quoi, pour nommer les avions de reconnaissance, comme on le sait, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et comme on le sait, Miyazaki a toujours été un grand fan des avions, et ça se voit dans l'un de ses grands films que nous parlerons effectivement que, étonnamment, personne n'a vu. Non, je l'ai vu, pourquoi tu as fini par le voir quand même? Oui, c'est vraiment, je l'ai vu. Et il veut, à travers ce nom, en fait, insuffler un nouveau son au sein de l'animation japonaise. C'est écrit en gras dans mon truc. Merci Wikipédia. Et au moment de retranscrire ce nom en fait en langue japonaise, en fait, il y a une erreur de l'enregistrement et il se trompe sur la prononciation, et du coup, Ghibli devient Ghibli. D'accord. Et quand l'erreur est constatée, il sera trop tard pour apporter une modification à la prononciation. Voilà l'origine en fait, et ça pour le coup merci Wikipédia parce que je ne savais pas, merci Big Pharma. Donc alors, juste une petite parenthèse sur le Château dans le ciel. Moi j'aime bien quand on parle justement de château dans le ciel,
et non pas de la puta. Je supporte pas qu'on appelle ce truc comme ça. Je trouve que ça gâche tellement. Enfin, oui, voilà. En espagnol, en italien ou en français, ça la marque puta, mal. enfin voilà, c'est pas top. Le nom du coup japonais c'est Tenku no Shiro Rapucha. Et enfin voilà. Non, mais tu vois, j'y ai pas pensé, j'ai même pas fait référence. Ouais, ça m'a toujours gêné. Du coup, c'est très bien qu'on parle de Château dans le ciel ou de Kimi no Sete éventuellement. Du coup, ça t'aurait choqué aussi si ça s'appelait Somitsu? Parce que toi, si j'ai bien compris, c'est ni puta ni Somitsu. Allez, pas mal. Franchement, elle est pas mal. Et au moment, en fait, pour revenir un petit peu à la partie histoire, au moment où où Ghibli se lance, en fait, les longs métrages, en fait, ça court pas les rues, c'est pas légion. Et on a souvent les séries déjà qui cartonnent et des moyens métrages. Et du coup, c'est vraiment un petit peu à contre-courant qui se lance justement dans le Château dans le ciel. Mais c'est à peu près contemporain d'Akira. Akira 89, je crois. Donc Akira, c'est un peu plus loin. D'accord. Ouais. Un peu plus loin. Donc Akira. effectivement, c'était cousu. Ouais, ou voire 93 de mémoire. Je me trompe peut-être. Ouais, j'hésite entre les deux dates en fait. Je veux bien que ce soit un podcast précision. Ce serait pas le manga de 89 et le film. Le film 93. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Parce que moi aussi, je le vois. 88, Akira, le film. Ah, 88. Le film. C'est vieux que ça. Ah, et en fait, ils se disent, en fait, on va conditionner le succès de ce film à la survie du studio, en fait. C'est-à-dire que si le film atteint ses objectifs... c'est un peu son Final Fantasy. Ouais, un petit peu, ouais. On pourra financer un autre film, embaucher des équipes de production. Et au moment où on sort Le Château dans le ciel, il fait quand même 800 000 spectateurs dans les salles japonaises. Et ça lui permet de financer la production suivante, qui sera... Mon voisin Totoro. Ouais, peut-être. Eh ben non, c'est Kiki, la petite sorcière, le suivant. Donc déjà, à ce stade-là... C'est 89, Kiki. Ah, 89, mais voilà... À ce stade, vous vous rendez compte que je suis pas un expert. Non, pardon, oui, c'est mon voisin Totoro. Ouais. Totoro, c'est 88. Ouais, 88, pardon. Non, parce que dans mes notes, ils disent Kiki la petite sorcière pour dire que c'est à ce moment-là qu'en fait ils ont assez de pognon pour. Ils avaient dans l'idée, oui, c'était leur ambition. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en termes de taf, par rapport à. Je crois qu'ils sont allés à Amsterdam, je sais plus quelle ville. C'est ça. Ou en Suède, enfin bref. Je sais que dans des pays d'Europe du Nord. C'est ça, d'Europe du Nord, pour visiter plusieurs villes et s'inspirer de l'architecture pour faire les planches et tout. Du coup, niveau budget, c'est pas la même chose que Totoro où ils sont restés au Japon pour faire. Pardon. Ouais, je vous avoue que sur les dates, je serais extrêmement nul, sachant qu'en plus, on les a pas forcément eu nous en Occident. Effectivement, le premier film. Dans l'ordre dans lequel ça peut ils être sont une sortis, question là, que j'anticipe, mais quel est le premier film à être sorti au cinéma en France? Ok, moi je dirais. J'aurais dit Porco Rosso. Et oui, je crois que c'est bien Porco Rosso. Porco Rosso, d'accord. Et ce qui est important au moment de Kiki la petite sorcière, c'est qu'il y a le fameux producteur qui est accompagné, qui est mort assez récemment d'ailleurs, Toshio Suzuku, et qui a permis en fait vraiment l'essor à l'international, la formation des employés. Enfin bref, c'est grâce à lui en fait aussi que c'est un petit peu le numéro 3 de Ghibli sans qui tout n'aurait pas pu se faire, quoi. Du coup ça commence un petit peu à se structurer et effectivement Totoro devient un succès commercial et aussi marketing, il commence à vendre et il devient tellement populaire qu'il devient la mascotte du studio. C'est leur emblème. Ouais. C'est ça. Et il lance entre parenthèses, mais ça c'est pas forcément des films hyper connus comme Souvenir goutte à goutte, qui est plus un téléfilm qui est ni réalisé par Takahata ni j'ai incapable de me souvenir qui l'a réalisé. Désolé, je l'ai pas noté. C'est pas grave. Et commence effectivement à partir de Porco. Enfin, au moment de la production de Porco Rosso, donc juste après avoir fait Kiki la petite sorcière, le studio commence à changer un petit peu de dimension, à être pérenne. Et ils commencent à construire un nouveau studio pour avoir un travail adapté à leur travail. Sort entre temps, je crois qu'il y a Pompoko en 94. Je peux entendre en serrant en 93. Qui est réalisé par une équipe qui est de Miyazaki Takahata. Et Pompoko, c'est le premier à utiliser des images de synthèse. Et ça, je ne savais pas. Je croyais que c'était Princesse Mononoke. D'accord, ouais. Moi, je pensais que c'était Princesse Mononoke. Et peut-être sur les scènes de yokai et tout ça. Ouais, peut-être, ouais, effectivement, je sais pas. Parce que sinon, comme ça, il n'y a rien qui me vienne. En tout cas, c'était pas super flagrant. Enfin, ça m'a pas marqué. De l'utilisation d'images de synthèse dans Pompoko, moi non plus. C'est vraiment, je l'ai pas vu, mais ouais, j'ai pas un souvenir.
Et advient après Pompoko véritablement l'essor à l'international du studio, c'est-à-dire en moment où Disney en fait accepte les conditions de Miyazaki qui sont célèbres. Alors il y a une anecdote avec le fait que Miyazaki aurait renvoyé un sabre en fait pour signifier au producteur, alors, je sais plus si c'était pour Disney ou pour un autre qui avait refusé les conditions pour pas qu'il soit charcuté ses films. Ouais. Et qu'il a dit voilà, c'est comme ce sabre en fait les films doivent être jamais ouverts, ce sabre ne doit pas couper non plus les films. Donc il faisait une petite métaphore très très intéressante. Alors je sais pas si ça tient de la légende, un petit peu inquiétante à la japonaise quoi. Ouais. Et voilà, donc du coup Disney accepte en fait Disney accepte enfin les conditions fixées par le studio, qui est de ne pas toucher au film, pas au montage. Ce qui est quand même assez exceptionnel, hein. C'est-à-dire que les Américains s'en battent les couilles dès qu'ils peuvent charcuter pour faire des versions. Bon, parlons pas des Chinois aujourd'hui, qui ont changé la fin de Fight Club par exemple. Ça ne nous regarde pas. Bref. Le film qui a vraiment fait percer le film international, c'est Princesse Mononoke, effectivement. Ouais. C'est aussi le premier film que j'ai vu, mais ça on en parlera plus tard. Alors juste avant d'aller plus loin dans la chronologie, je vois que t'as pas évoqué un film de 88 qui, je pense, qui était marquant, c'est Le Tombeau des Lucioles. Est-ce que c'est volontaire, si on n'a pas parlé? D'accord. Parce que Wikipédia était un connard et qu'il a oublié Le Tombeau des Lucioles. D'accord, ok. Donc oui, alors si jamais vous trouvez que c'est trop long, que ça va pas assez vite, vous pouvez consulter Wikipédia et passer à la minute 50. Oui, mais ils auront pas la blague sur la puta, les soubis. Voilà, ni putes ni soubis. Effectivement, oui, le film majeur, mais en fait c'est le film que je veux pas voir. Oui, Le Tombeau des Lucioles. Du coup, je comprends. Ouais. Oui, c'est le seul animé qui m'a fait pleurer, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, Princesse Mononoke a été longtemps, le succès, le film ayant plus rapporté au cinéma japonais, box-office japonais. Et surtout, de manière très inattendue, parce que le film est très particulier d'une certaine manière. Et c'est une révélation au niveau du mondial, c'est-à-dire que là, d'un coup, après la bombe Akira en 88 qui a lancé un peu les bases, effectivement... Princesse Mononoke, là, le monde découvre l'animation japonaise, véritablement. Entre deux, t'as eu Ghost in the Shell quand même. Aussi, mais le... Je pense qu'inconsciemment, c'est à celui-ci que tu pensais quand tu as pensé à 93. Ouais, effectivement. Oui, et que moi, je t'ai suivi sur ça, je pense qu'il doit dater de 93, Ghost in the Shell. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont trompés dans la salle parce qu'ils pensaient avoir lu Princesse Monokini. Mais oui, effectivement. C'est le tournement des hentai. Effectivement, oui. Akira et Mononoke, c'était clairement. Et ouais, effectivement, Ghost in the Shell, pareil, ça a été la claque aussi pour moi, avec Akira. Ouais. Mais globalement, effectivement, autant. C'est un peu encore de niche, Ghost in the Shell, quoi. Akira, c'était déjà de niche à l'époque, c'était que les gens qui regardaient les films de genre. En fait, il fallait être attiré par la japanimation et tout, quoi. Ouais. Voilà, Princesse Mononoke, c'est pas forcément celui qui a attiré le public français dans les salles, même s'il a fait un correct de mémoire 125 000 places, ce qui est tout à fait correct. Ce qui a fait exploser Miyazaki en France, c'est pour moi le film le plus réussi du studio, c'est Le Voyage de Chihiro. Oui, c'est celui, ouais. Qui a fait, pareil, du coup, pour battre le record de Princesse Mononoke, il a fallu attendre Le Voyage de Chihiro, qui a fait plus de 23 millions de spectateurs là-bas, 30 milliards de yens de recettes. Et en France, plus d'1 million d'entrées, ce qui est à ce jour le record pour le studio. Et qui a obtenu aussi l'Ours d'Or au Festival de Berlin, l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003. Alors, j'aimerais prendre juste une seconde pour rendre justice à Christ, qui nous écoute de temps en temps, qui nous suit aussi de temps en temps sur les lives de Twitch, et qui, à l'époque, m'avait dit, mais tu sais, Chihiro, ça se prononce Chihiro. Et j'avais dit, ouais, vas-y, va, je m'en bats les couilles. Va mourir. Et en fait, il avait raison 100%, donc... oui, c'est Chihiro, effectivement. Chihiro. Jusqu'au jour, j'ai rencontré une japonaise qui s'appelait Chihiro. Du coup, ah ouais, en fait, je prononce mal. Tant d'années. Parallèlement à ça, en 2001, le studio ouvre un musée Ghibli à 2001, que tout le monde rêve d'y aller. Ça, le parc Ghibli aussi. Et le parc, effectivement, d'attractions, là, qui... Novembre, Novembre, ça y est, c'est fait.
Bon, réservez vos billets, les gars. Non, on y va. Ouais, putain, ça serait trop tentant. Les vacances de la Toussaint, bam. J'ai déjà prévenu ma femme. J'ai dit la première fois que j'irai au Japon, ce sera sans toi et les enfants. Voilà, elle le sait. Je suis pas sûr que ce soit pour cette raison-là. Bien sûr que si. On passe sur les années. On va faire deux destinations. Il y aura Roppongi et Soplandos. Soplandos. C'est ça. Oh. Et Kabukicho, quoi. Ouais, c'est ça. On reparlera des Soplandos et Kabukicho dans mon teriyaki. Ah, d'accord. C'est cool. C'est cool. Inattendu. Après vient les années 2010-2020, on va dire la dernière période jusqu'à nos jours, et c'est un petit peu en demi-teinte, un petit peu, toujours un petit peu des films très intéressants, réalisés par notamment le fils de Miyazaki, Goro Miyazaki. Un qui est pas extraordinaire, qui d'un point de vue critique, on va dire, c'est Des Contes de Terre-Mer. Un qui est un peu plus réussi, je crois que c'est La Colline au Coquelicot. Non, oui, c'est celui-là. Ouais. Je crois qu'il est fait aussi par lui. D'accord. Ouais. Je sais pas, j'ai vu les Contes de Terre-Mer. Je me suis endormi 5 fois. J'ai dit, c'est quoi, il va se faire foutre avec ces films. Le seul que j'ai vu post 2010, c'est Le Conte de la Princesse Kaguya. Ah, qui est de Takahata. De Takahata, qui est son dernier film de Takahata. Ouais, qui est magnifique. 2018 de mémoire. Lui, il est mort en 2018, mais le film date de 2007. Le film date de 2013. 2013, ah oui. C'est mieux que ça, mince. Et mais c'est un peu le problème qu'on a, voilà. On n'a pas la chronologie correcte. Hein. Si. Non, mais je veux dire, tu vois. Dans la mémoire, il y a une différence entre notre mémoire et quand ils sont sortis au Japon, quand ils sont sortis en France, quand ils ont été connus en France. Moi, Kaguya, je l'ai découvert il y a à peu près 1 an. Justement, c'était un des rares que j'avais pas vu, qui était dans la collection Ghibli, qui est arrivé sur Netflix. Et tiens, je suis avec ma gamine, on va le regarder puisqu'on l'a pas vu celui-ci. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Ça me fait chier parce que j'avais bien avancé dans ma watchlist. Moi, j'avais commencé à la vider là. En 2016, effectivement, je passe un petit peu les détails pour passer un petit peu à la suite et ce qui nous intéresse. Un film que j'ai vu il y a pas très longtemps, que je voulais absolument le voir au cinéma quand il est sorti. Une coproduction internationale qui s'appelle La Tortue Rouge, réalisée par le néerlandais Michael Dudok de Witt, et que j'ai vu pas plus tard qu'hier. D'accord. Et c'est un putain de film. C'est un film magnifique. La même année, Hayao Miyazaki, donc en 2017, je crois, il commence à travailler sur Kimitachi wa do Irukuka, qui est son prochain film. Qui est son prochain film, qui est adapté de manière un petit peu libre du roman Et vous, comment vivrez-vous? Donc il devrait sortir, je pense, en 2023. C'est ce qui est prévu. Ouais. Il y a un deuxième film qui avec un essai par le fils de Miyazaki, donc Miyazaki Goro, Aya et la sorcière, dont je parlerai aussi un petit peu rapidement, qui s'est fait un petit peu défoncer. Et il y a des raisons pour, mais il y a des raisons contre aussi. Je trouve que c'était un peu gratuit. Parce que pareil, je l'ai vu assez récemment. Je l'ai pas vu celui-ci. Et pendant un moment, effectivement, on a eu beaucoup d'inquiétudes parce qu'on s'est dit, il y a eu plusieurs fois déjà la retraite de Miyazaki, même avant la mort de Takahata. Plusieurs fois, en fait, se dit, le studio arrête de faire des longs métrages parce que ça coûte trop cher et qu'ils n'ont plus assez d'argent. Mais je pense que le partenariat avec Netflix leur a fait du bien et que du coup, ils ont récupéré un peu de fonds. Et effectivement, je pense que le studio peut continuer même sans ces deux réalisateurs fondateurs, ces maîtres de l'animation, parce qu'il n'y a que ça à dire, c'est deux génies de l'animation et du cinéma tout court. Et là, les films sont ressortis au cinéma aussi récemment, la plupart, un petit peu partout dans le monde. Mais voilà, ce qui m'amène un petit peu à mon deuxième point, donc un petit peu plus ouvert dans la formulation après ce rapide historique Wikipédia. Voilà, parler un peu de manière un peu subjective sur ce qui nous a plu en fait chez Miyazaki, etc. Votre film préféré, les gars? C'est direct. Ah ouais, direct, ouais. C'est genre la Palme d'Or. Il y en a plein que j'aime beaucoup, mais. Et si tu veux en choisir qu'un? Mononoke, obligé. Mononoke, c'est. Mais c'est dur, hein, parce qu'il y en a plein que j'adore. Je dirais Porco Rosso. Ouais, parce que c'est Jean Reno qui le double. Non, parce que c'est le premier que j'ai vu et qu'il m'avait bluffé à l'époque et que c'était difficile. Et est-ce que c'est toi le premier que tu as vu aussi? Mononoke, est-ce que c'est le premier que j'ai vu?
Je pense que c'est le premier Ghibli que j'ai vu. Ouais. Alors, on a tous ce point commun là, parce que c'est tous le premier qu'on a vu, qui est notre préféré, parce que moi aussi c'est Princesse Mononoke. Je dis des conneries, je pense que le premier que j'ai vu c'est le tombeau des Lucioles. C'est quand même Porco Rosso qui m'a marqué. Merde, je viens de me niquer mon truc là. C'est vrai, dommage. Alors ouais, effectivement, ouais, Princesse Mononoke, c'est... Bah, voilà, vas-y, dis-nous en plus pourquoi ce film-là t'a marqué plus qu'un autre, quoi. Bah déjà, le lyrisme, voilà, de ça, la musique qui reste, que ce soit... Il y en a plein, il y a Mononoke no Hime, il y a Shitaka Seki, c'est les deux thèmes principaux. C'est pro, ouais, qui sont absolument extraordinaires. Bon, qui sont composés par Joe Hisaishi, on n'a pas encore... C'est un nom qu'on n'a pas encore calé, mais voilà, c'est un incontournable quand tu parles de Ghibli, de Hayao Miyazaki ou de Isao Takahata. Dans l'équation, tu rajoutes Joe Hisaishi. Voilà, c'est ça, c'est un peu, voilà, je parlais de numéro 3 pour le producteur Toshio Tezuka, mais voilà, du coup, là, effectivement, Joe Hisaishi, c'est indissociable. C'est indissociable. Mais ouais, il y a ça. Après, même l'histoire, d'une manière générale, c'est... je trouve que les persos, ils sont tous hyper bien écrits, et que ce soit... Lady Eboshi. Oui, voilà, Dame Eboshi. Bon, évidemment, le dieu cerf qui te marque. Voilà. Bon, Ashitaka, ça, je l'ai dit. La mère louve. Enfin, tous les persos qui arrivent sont marquants. Et même après, même les personnes qui sont justement... dirigés par Dame Eboshi, les hommes là, un peu bracassés, les lépreux, ouais. Voilà, les lépreux avec les femmes qui du coup elles prennent le relais et gèrent la forge et tout. Enfin, t'as tout ça qui. Mais ouais, voilà. Pardon. Il dit pas de chant. C'est vrai, pas de chant. Pas de chant. Mais vous inquiétez pas, il y aura de la musique dans ce numéro. Mais oui, c'est le film qui m'a marqué. Ouais, moi un peu pour les mêmes raisons. Ouais, ça a été un peu comme je le disais en tout début de la miso, c'est-à-dire que ça a été le premier film qui m'a dit ah ouais, en fait je sais pourquoi je fais des études de cinéma. C'est parce que je veux voir des films comme ça et que je veux étudier ou faire un jour des films comme ça. C'est un film qui m'a collé les frissons de la première vision, et quand j'ai acheté le CD de la musique et que je regardais une deuxième fois le film, ça m'a collé encore 2 fois plus les frissons. Ça a été un choc émotionnel et visuel, c'est-à-dire que je m'attendais pas à ça. Et il y a des thèmes de la découverte du Japon médiéval. En fait, je ne connaissais absolument pas le Japon médiéval, et c'est vraiment par ce film-là que j'ai vraiment découvert ça. Des personnages féminins forts aussi. Enfin, il y a un nombre de personnages féminins qui sont... Ça a changé Disney, quoi. Ouais. Voilà. J'ai un bémol à mettre quand même. Allez, c'est sur ça qu'on va pas être d'accord. C'est celui-là le premier truc, ça y est. Alors, les héroïnes, c'est toutes des putes. J'ai une liste ici qui s'appelle ce que j'aime chez Ghibli et ce que je n'aime pas chez Ghibli. Allez, et celle-là, c'est ce que je n'aime pas chez Ghibli, on va attaquer direct. Ce que j'aime pas chez Ghibli, il y a un truc, c'est il y a beaucoup d'héroïnes fortes, mais c'est toujours la même. Bah pas forcément, parce que justement quand tu compares même au sein du même film Lady Eboshi et San, quoi, la princesse Mononoke, bah, du coup elles ont pas du tout la même approche, quoi. D'accord, non mais le personnage principal, oui, c'est souvent le même. Elle est oui, c'est des femmes de caractère. Elle change vite fait de coupe de cheveux. Ah, tu veux dire du chara design, tu veux dire? Non, au niveau de la façon dont elles prennent leurs décisions, dont elles agissent, dont elles s'expriment. Je sais pas, je trouve que Kiki, elle sort du lot, par exemple. La rumeur disait que effectivement tous ces personnages féminins forts, enfin la plupart, s'inspiraient de la mère de Miyazaki, qui avait un sacré caractère, quoi. Mais c'est expliquant cela. Nausicaa, elle est peut-être plus proche de San parce qu'elle est plus guerrière. Mais effectivement, après tu prends les autres personnages plus enfants. Effectivement, les personnages adultes se ressemblent beaucoup. Peut-être, ouais, effectivement. Mais les personnages enfants... Alors, j'ai plus le nom des 2 petites filles dans Totoro, mais j'ai pas le souvenir. Elles avaient dû... par rapport à ce qu'elles traversaient, par rapport à leur mère malade, elles souffraient un peu et on sentait qu'elles avaient besoin de passer au-delà de ça. Mais c'est pas la même force qui se dégage de ces 2 persos. Oh putain, j'ai plus les noms des gamines. Mei et... Mei et... Ah, Satsuki. ouais, c'est voilà. ça. Ouais. Donc voilà, l'item 1 dans ma liste, et c'était littéralement le premier, dans ma liste des trucs que j'aime pas chez Ghibli, c'est ça se répète un peu. Bon.
Genre, ah, tiens, tu as vu, ça c'est un château et dans le ciel. Ah ouais, et ça c'est quoi? Bah, ça c'est un autre château qui vole aussi. Ah. Il y a le château qui marche aussi, le château ouais, ambulant. Le château qui marche, pardon. Ça c'est un... Ah, et pourtant les thématiques sont très différentes. Ouais. Oui, voilà. Mais tiens, il y a des petites bestioles dans la forêt. Ça c'est quoi? C'est des petites bestioles dans le grenier. Ah ok. Ouais, des thématiques qui reviennent, mais ça effectivement, le poids des kami et des yokai dans l'œuvre de plutôt Miyazaki, hein, du coup, parce que là, effectivement, Takahata, il n'est pas forcément mis en avant dans ces thématiques-là, mais oui, effectivement, il est très très important, quoi. Ce Japon-là, il est très très important. Et en même temps, voilà, où se trouve la frontière entre des thématiques chères à un réalisateur et le folklore, japonais, tout court. Oui, d'accord. Non, mais c'est juste, voilà, c'est un petit bémol. Oui, pourquoi pas. Et moi, ce que j'aime bien, effectivement, et c'est un petit peu un thème qu'on retrouvera, on pourra en parler plus tard, sur l'hybridation qui est au centre de l'œuvre. C'est-à-dire que du coup, sans spoiler le truc, effectivement, on arrive à un moment donné, à la fin du film, où l'état initial au début du film ne pouvant être retrouvé, il y a une autre solution qui est mise en place, et c'est cette fameuse hybridation. Alors maintenant que du coup, on a parlé de notre film préféré, du coup, pourquoi Ultra Chili Porco Rosso? Alors, ça va être long. Vous êtes d'accord? Voilà, du coup, mais après, voilà, l'idée, c'est pas forcément tous les faire, les films. Moi, j'ai découvert Ghibli, c'était sur Canal+ à l'époque. Ouais. J'ai vu, alors je sais plus si j'ai vu le Tombeau des Lucioles en premier ou Porco Rosso en premier. Moi, bon, vous me connaissez un petit peu maintenant. Oh, il y a un truc qui s'est passé là-bas chez toi, je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose de vivant dans ta cuisine. Bon, c'est pas grave, ça va être un rat, c'est Marseille. Il y a, ouais, vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime l'animation japonaise, vous savez que j'aime les jeux vidéo. Par contre, c'est pas forcément le cas de mes parents, chez qui je vivais à l'époque. Et c'est les premiers films où je me suis dit, oh putain, il faut que je leur montre ces films-là. Je pense que ça devrait leur parler. Alors, surtout Porco Rosso, parce que mon père, il faut savoir que son rêve, c'était d'être pilote. Ouais. D'accord. Voilà, quand il était plus jeune. Ça s'est pas fait pour différentes raisons. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup le modélisme, que ça soit d'avions, de trains, de chars, de trucs comme ça. On a, sur tout ce qui est engin mécanique, une attention aux détails qui est folle. Ouais. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y a un truc qui m'avait bluffé, c'était justement dans Porco Rosso. J'avais mis pause pour montrer à mon père en disant, tiens, regarde ce qu'ils ont fait là. Il est dans son avion, le Porco. Et à un moment donné, on a juste une vue de sa lunette, et au travers de la lunette, on voit le reflet. On voit le reflet, ouais. Et ce que lui voit dans le truc. Et je me suis dit, oh putain, ils sont gavés là. Ça a l'air très très bien. Et donc voilà, pour moi, à cette époque-là, quand j'ai vu Porco Rosso, ça a été une révélation. Je me suis dit, wow, il y a des mecs qui font des trucs quand même super classe. Derrière, Princesse Mononoke rebelote, une grosse claque. Princesse Mononoke, moi je l'ai vu avec. C'est le jour où j'ai pécho mon ex. Ah ouais, classe. Ouais, voilà. C'est marquant comme souvenir. Le 2 février 2001. Et c'est ça, 2001. Il est sorti en quelle année Il est sorti en 99 au Japon et en 2000, je crois, en France. Ouais, 2000. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. 2000 ou 2001 2000 ou 2001, ouais. Je sais plus exactement. Je sais plus. Ça remonte, voilà. Et pareil, voilà, visuellement, techniquement, une grosse claque. Et c'est un petit peu le standard auquel m'a habitué le studio Ghibli. C'est-à-dire, je vais prendre une grosse claque technique. En voyant ça, je vais pouvoir, en tant que quelqu'un qui aime la façon dont sont faits les films, que ce soit les films d'animation ou tous les films en général, je vais pouvoir prendre mon pied en voyant un truc qui a été fait, qui n'a pas été fait avant. Sauf que derrière Voyage de Chihiro, c'est leur pic. On est d'accord, mais effectivement, c'est la prochaine thématique. Pardon. Non, justement, c'était pour moi quel est le film le plus réussi, et effectivement. Mais voilà, au-delà, par exemple, Pixar, qui a atteint son pic aussi il y a quelques années, mais pendant très longtemps, à chaque Pixar que tu allais voir, tu prenais, c'était une nouvelle génération. C'était un nouveau film, et c'était techniquement, ça mettait à la rue tout ce qu'ils avaient fait jusqu'avant. Dans un autre domaine, parce que ça n'a rien à voir, c'est de l'image de synthèse, c'est Ghibli, depuis leur pic il y a 20 ans maintenant, j'ai pas l'impression qu'on puisse être étonné par sur des acquis, par la production en tout cas. Et ce qui reste derrière, c'est le scénario, c'est les émotions, c'est les personnages, la musique donc. Et de ce côté-là, moi j'aurais plus tendance à pencher du côté de Takahata avec Pompoko, mes voisins Yamada,
Ouais, le conte de Kaguya, tu peux rajouter aussi. Le conte de la princesse Kaguya. Qui visuellement, du coup, que j'ai pas vu encore. Visuellement, et qui a un putain de chef-d'œuvre aussi. T'es sur de l'estampe japonaise dans le style, c'est magnifique. L'animation est remarquable. Ouais. Moi, je dirais quand même un petit bémol, parce qu'il y a 2 films pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui par séquence, entre guillemets, effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur le principe de qu'on a atteint un pic et après qu'on redescend. Ouais. Le château ambulant, je trouve il est super cohérent du début jusqu'à la fin, et c'est enfin une intrigue purement adulte. Ouais. Enfin, il m'avait déçu, moi, celui-ci. Enfin, la première fois. Après, je l'ai revu, je l'ai adoré. C'est vraiment cette thématique-là. Effectivement, il est plus intéressant thématiquement par rapport à tout ce qui a été fait avant. Et pour les raisons complètement inverses, oula, j'ai un trou de mémoire violent de chez sa mère. Heureusement que je les ai tous. Ou pas, celui-là. Oui, Pogno là. Pogno sur la falaise. Pogno sur la falaise, oui. Qui pour le coup, effectivement, un magnifique. Quand j'ai montré ça pendant le confinement, les grandes sections, les moyennes sections, pour les gamins, c'est super. Régalés. Ouais. Et moi, quand j'avais vu au cinéma, il y a des séquences en termes d'animation qui sont oufissimes. Voilà. Avec la mer, les mouvements qu'il y a et tout. C'est vrai. Mais globalement, effectivement, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une espèce de pic avec le voyage Chihiro qui est une espèce de summum de qualité. Et du coup, je voulais en venir à mon point le plus polémique, peut-être. C'est celui-là, celui qui nous a teasé avant l'émission. Alors, les Ghibli, c'est Walt. C'est de la belle, c'est Walt. Non, c'est pas ça. C'est Walt Kerouac, c'est ça. Donc Ghibli, ne paye pas Jean-Michel Blanquer. Du coup, le dernier film, c'était un passage qui a eu un accueil très mitigé à l'image de synthèse, en full image de synthèse. Et je sais que je vais pas faire l'unanimité en disant ça, mais je pense que c'est la voie que devait emprunter le studio. De faire que de la synthèse ? Pas de faire que de la synthèse, mais d'explorer l'image de synthèse. Je pense que... alors, ce film a énormément de défauts. Du coup, c'est le moment de parler Aya et la sorcière, donc. Oui, voilà, c'est ça que je parle. Hein. C'est Aya et la sorcière, pardon, je retrouvais plus le titre. Mais ça tombe bien, c'est une belle transition. Je pense qu'il fallait le faire. Je pense que ça... alors déjà, c'est un côté excitant, parce que je me dis, ils peuvent que s'améliorer. Ouais. Et le film est pas si mauvais, parce que ils ont réussi à reproduire une bonne partie de ce qui marche dans les autres productions, c'est-à-dire les décors, les machines, le chara-design. Avec, on va vraiment trancher la ligne là, enfin on va mettre la frontière entre le chara-design et les personnages et leur animation, parce que c'est vraiment là que ça marche pas du tout. C'est les personnages qui sont raides comme des cinématiques. En fait, c'est souvent le problème dans ces films en 3D. Ça ressemble un petit peu à du stop motion, mais version avec des marionnettes, quoi. Ça fait cinématique de Dragon Quest. Ouais. J'avais 100% l'impression de voir une cinématique Dragon Quest dans ces trucs. Mais pour le coup, effectivement, je m'attendais tellement à pire quand je l'ai vu. Je l'ai vu, tiens, on va faire une spéciale Ghibli, du coup, je vais aller voir Aya et la sorcière. Je suis tombé dessus et je m'attendais tellement à pire qu'en fait, le film, il est super agréable à regarder. Les thématiques, on sent qu'il y a... Enfin, franchement, j'ai passé un bon moment et je m'y attendais pas. Je m'attendais à que ce soit une purge. Mais je suis absolument d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des choses visuellement dans l'animation qui sont dérangeantes, en fait. Et dans l'animation japonaise, depuis 2-3 ans, t'as une tendance sur ça, sur justement des films en 3D. T'avais les films Godzilla qui sont sur Netflix aussi d'ailleurs, enfin les animés Godzilla. Tu avais la série Doro et Doro, mais qui est du coup beaucoup plus fluide que les films Godzilla. Bon, après là, il y avait ce film-là de Ghibli, là, le sorcière rouge. Enfin, Aya et la sorcière. Aya et la sorcière rouge, que j'ai pas vu. Mais ouais, il y a une tendance. Le prochain DBZ, le prochain film DBZ, il va être en 3D aussi, un peu dans ce style. D'ailleurs, il y a eu une grosse polémique de la part des fans quand ils ont vu la première bande-annonce ou le premier teaser. Parce que du coup, c'est vrai que ça fait bizarre de voir Goku, Piccolo et tout ça en 3D animé, un peu robotique. Par rapport à ça, du coup, je suis entre deux. Mais clairement, j'ai l'impression que, c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent sur le truc. Oui. Et c'est pas la même équipe qui a fait les persos, qui a fait les décors. Les décors sont plutôt jolis. Il manque parfois un peu de détails, mais dans l'ensemble, il y a un semblant de philosophie du studio qui est préservé. C'est un peu une marque de fabrique, un peu à l'image de la musique. Les décors moi, c'est ce qui m'a fasciné en premier dans le film Ghibli. Les décors fonctionnent. Les décors, quoi. Les véhicules, tout ça, avec les petits reflets qui vont bien. On sent qu'il y a eu une attention au détail qui a été, une attention surtout sur la perception des véhicules en mouvement, ce genre de truc. Juste à un moment donné, une course poursuite dans la rue là. Et les persos sont raides comme des piquets. Ils sont super rigides. Les modèles sont super rigides. Ils sont très rarement déformés. Mais je pense que
ça laisse quand même entrevoir une possibilité de faire quelque chose de bien. Et marquez mes mots, j'en ferai presque le pari, je parie une pizza que ça va donner, que s'ils poursuivent là-dedans, ça va donner quelque chose de bien plus tard. Moi, je suis assez d'accord avec toi et je suis prêt à te payer la pizza dans le cas contraire. Mais si jamais on se trompe, sache que ce n'est pas nous qui sommes en avance sur notre temps, c'est notre temps qui est en retard sur nous. C'est bien, en l'espace de 5 minutes, ils ont réussi à placer leurs 2 punchlines. Du coup, voilà, moi je suis curieux de voir ce que Goro va nous faire, sauf que bon, bah du coup, voilà, le prochain c'est un Yao et donc on saura pas tout de suite. C'est The Last One, hein, effectivement, là. C'est The Last One de cette période-là, quoi. De cette année, enfin parce que c'est la 3e fois que c'est le Last One, si je Oui, c'est ça, il devait arrêter après Mononoke à la base. Vu l'âge qu'il a, il a 86 ans, un truc comme ça, non? Ouais, il approche des 80, je crois. Ouais. Donc, vu l'âge qu'il a, je pense que ça rapproche. Et si je peux rebondir, désolé, je parle beaucoup. Non, mais du coup, c'est ça qui est intéressant en fait. L'idée, c'est de. Mais voilà, si je peux rebondir sur un truc que Jirem m'a dit, c'est j'ai pas aimé, je sais plus quel film, mais quand tu l'as revu, tu l'as kiffé. Ah, Château ambulant. Château ambulant. Et deuxième point. Négatif ou positif là? Négatif. C'est que ça m'arrive souvent en fait, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup que j'ai pas revu aussi. C'est que je trouve que le rythme est chelou. Dans les films Ghibli, que souvent t'as une héroïne qui est sur la voie d'une quête ou de la résolution d'un problème et qui va passer la moitié du film à faire un autre truc qui n'a rien à voir et qui va dire ouais non mais allez. Alors souvent c'est expliqué de manière plus ou moins justifiée, de manière plus ou moins magique et insatisfaisante, et vers la fin elle se rappelle sa raison d'exister dans cet univers narratif et dit hop attendez, il faut que je résolve mon truc. Chihiro par exemple. Chihiro elle arrive, elle dit ah oui non j'ai perdu la mémoire, tiens je vais faire ma vie dans le monde des yokai là, et puis vite fait à la fin merde mes parents, c'est vrai. Non, après je suis pas tout à fait d'accord avec toi, enfin même si effectivement Chihiro colle complètement à ce que tu viens de dire, pour le coup ça sert à la thématique du film en fait, c'est-à-dire ça sert à l'idée de monde moderne versus monde ancien en fait. Ouais, alors juste un truc, est-ce qu'on est d'accord que ce film c'est Alice au Pays des Merveilles et Pinocchio en un seul film? Oui, on est sur ça. Non, pardon, pas Pinocchio. Si, Pinocchio. Oui. Non, c'est Pinocchio. Alice au Pays des Merveilles déjà c'est validé, ouais. Mais ouais, Pinocchio. Ouais, on va dire ça. Je suis pas sur mon coup, mais ouais. Oui, Alice au Pays des Merveilles, effectivement, moi ce qui m'avait fasciné dans le voyage Chihiro, c'est le moment où elle traverse le tunnel, en fait, c'est le seuil, et c'est la thématique du seuil chez moi, elle est apparue. Alors, si tu veux, j'ai un point positif. T'es prêt pour un point positif? Ouais. La façon dont les éléments modernes et terre à terre se combinent avec les éléments féeriques. C'est ce que je parlais d'hybridation en fait pour moi. Et par exemple, la voiture qui parcourt la forêt ancienne et arrive devant le totem en pierre dans Chihiro, pour moi, ça exprime bien plus la notion de frontière que le passage dans le tunnel. Oui, mais complètement, ouais, non, mais c'est en fait toute cette séquence-là, elle est juste majestueuse. Moi, je sais que ça a mis une claque. Alors, c'est le tout début du film. Ouais. Tu te dis, bon, il y a tellement de choses spectaculaires qui arrivent après, etc. Et en fait, ce passage-là, c'est un des moments qui m'a le plus marqué dans le film, quoi. C'est extraordinaire parce que tu es dans un univers contemporain que tu connais. Il traverse la forêt, ça y est, tu étais prêt à tout accepter. T'es parti, t'es ailleurs. Et alors qu'il s'est rien passé, c'est juste... Le rôle symbolique et mythologique de la forêt, justement, là, je suis en train de lire un truc sur la façon dont a bougé la mythologie du roi Arthur. Et effectivement, ils expliquaient que la forêt, c'est effectivement le lieu des mythes, le lieu de la pureté pour la religion chrétienne. Je parlais des romans là sur la mythologie russe, c'est pareil, la forêt c'est là où se trouvent les tchorts. Donc il y a toujours ce rapport un peu mystique avec la forêt. Et, Attention, toutes les enculeries un peu mystiques, c'est dans la forêt que ça se passe. Jamais personne dit tu sais quoi, j'étais à Auchan là et il y a un elfe qui m'a vendu sa canne. Non, ça se passe dans la forêt ces trucs-là. Sauf dans Shadowrun, mais bon, c'est vrai. Et juste du coup pour revenir sur ce que tu disais sur cette sensation que les héroïnes font quelque chose qui passe à côté de l'histoire. Pareil, je rejoins The Pool, je suis pas d'accord avec toi. T'as l'exemple de Kiki la petite sorcière par exemple, où tu vois Kiki qui tout le long du film, enfin où une grande partie du film va faire des livraisons de gâteaux, de machins, de choses, des choses qui semblent pas hyper intéressantes, mais en fait si, ça fait partie de sa quête parce que le thème du film c'est l'émancipation en fait, et le fait qu'elle devienne mature, qu'elle rentre dans le monde des adultes, et en fait ça sert justement son évolution
Alors, je reformule. C'est ce qui me pose le plus problème. Après, c'est un avis perso. Hein, bien sûr. C'est qu'ils mettent autant d'importance en termes de métrage, en termes de temps, sur ces choses-là, alors que à côté, t'as l'intrigue principale qui se règle en 2-2 à la fin. Par exemple, c'est le cas aussi dans, je sais pas moi, le Royaume des chats ou des trucs comme ça. Il me semble. Où genre il se passe rien pendant le film et à la fin on se dit oh putain c'est vrai en fait je suis pas un chat. Encore une fois les personnages sont les mêmes. C'est Chihiro la meuf du Royaume des chats. Tu prends Matrix, Neo c'est pareil, hein. Neo c'est Chihiro, hein. C'est vrai. Enfin plutôt Chihiro c'est Neo quoi. Non après voilà pour revenir voilà ce qui pour moi est le plus réussi c'est effectivement du coup pour rejoindre un petit peu ton questionnement ou en tout cas tes remarques. Pour moi, c'est plutôt l'aspect métaphorique qui est en jeu plutôt que l'aspect scénaristique. C'est-à-dire que ce qui va intéresser Miyazaki et Takahata, c'est beaucoup plus la métaphore ou la façon de visualiser ou de rendre visible, on va dire, cette métaphore, de rendre visible l'invisible même, qui est au centre, on va dire, et de la quête des personnages en fait. Mais souvent ils me perdent, c'est pour ça que je m'attache au concret. C'est son côté RP dans les RPG, tu vois. Il fonce directement, il fait que la quête principale parce que aller livrer un colis FedEx à moi, je sais, besoin d'aide. Moi, c'est par rapport à ça que, à la première visualisation, j'avais pas trop aimé le château ambulant. Je me souviens que je l'avais vu au ciné à sa sortie. Et moi, je restais sur le lyrisme et la métaphore des Mononoke et des Chihiro. Je m'attendais à un truc vraiment poétique. Et en fait, je m'attendais pas à tomber sur un film qui était un peu plus. Je dirais, je vais pas dire un peu pas plus premier degré, mais en tout cas peut-être avec moins de profondeur. Après, bon, je l'avais quand même aimé après en le revoyant plus tard, mais sur le coup, ouais, j'avais été un peu déçu. Ça manquait de lyrisme, ce côté un peu justement des songes et tout. Qui marche, s'il te plaît. Oui, non, mais t'as toujours un côté fantastique, bien sûr, avec le prince magicien et tout. T'as quand même des trucs qui font un peu rêver, mais ça faisait pas assez japonais pour moi. Ah oui. Là, du coup, on repart sur un film qui a alors que Chihiro, c'est vraiment, et même Mononoke, c'est la plongée dans les kami. C'est ça. Alors que dans le château ambulant, tu repars sur de l'influence un peu européenne au niveau de l'architecture et tout ça. Et ouais, j'ai été pris un peu à contre-pied sur ça et c'est un petit peu aussi l'effet que ça m'a fait sur le dernier là, c'est que les modèles des persos des enfants sont très typés européens. Ouais, et puis toujours un problème de taille, hein. C'est-à-dire que les gamins qui ont 7 ans, ils font pas cette taille. oui, c'est sûr. Quand ils en ont 12, d'un seul coup, ils font 15 mètres de plus. Donc voilà, c'est toujours été bizarre. Alors ça passe, on va dire, beaucoup plus facilement dans un truc en animation 2D. Oui. Mais en 3D, ça choque beaucoup plus, bizarrement. Et bon, juste pour avancer, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire, votre personnage préféré? Perso préféré. C'est compliqué ça aussi, hein. Moi j'ai eu beaucoup de mal à répondre en fait. Moi j'aime beaucoup et en même temps je l'aime pas parce qu'il me fait peur et il me dégoûte. Le monstre noir dans Chihiro, celui qui celui qui donc spoiler qui a le masque. Ouais voilà. Ouais. J'aime beaucoup parce qu'il a l'air il fait un peu pitié. Et en même temps, quand il perd le contrôle et qu'il devient vraiment monstrueux, et il y a quelque chose d'assez comment dire, il y a quelque chose d'assez touchant de se dire jusque là il essayait de passer pour enfin on a l'impression qu'il était un peu timide, un peu comme ça, puis d'un seul coup tu te dis que en fait non, c'est une grosse merde, et puis après finalement c'est la métaphore de la société de consommation, hein. De toute façon c'est pour faire une analogie improbable, c'est le zombie de Romero quoi, Chihiro quoi. Mon perso préféré, alors je vais pas faire dans l'original, hein, vu que mon film préféré est Mononoke, mon perso préféré est Tashitaka, ce prince qui est maudit et qui a la malédiction de regarder le monde sans haine. Ah, c'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. Et en plus, on sent qu'il dirait les Anglais, il struggle, quoi. C'est ça. Donc, pour un réac comme moi, c'est inconcevable. Du coup, et il y arrive, voilà. Donc, Ashitaka, j'aime beaucoup ce personnage. Ouais, c'est un vrai personnage masculin fort. C'est celui qui sort du lot pour moi, de tous les persos masculins des Ghibli. Effectivement. Ouais. Alors, moi, effectivement, j'aurais
tenté de dire son pendant féminin, San, qui... c'est soit l'un soit l'autre. Ouais, voilà. Donc je dirais pas San parce qu'effectivement ça reste mon film préféré. Pour l'évidence, ouais. Et moi j'ai une tendresse particulière pour Ponyo. J'aime bien Ponyo aussi. Ouais. J'aime pas Ponyo. Moi j'aime beaucoup Nausicaa. Ponyo en fait je pense que c'est devenu pareil pour Nausicaa. Ponyo j'aime bien, ou Kiki à la limite parce que c'est pour le coup ça me rappelle un peu mon métier, c'est-à-dire que j'ai l'impression de retrouver une élève de maternelle qui fout le bordel quoi. Et du coup ça me fait délirer en fait. Et il y a un côté aussi à travers Ponyo, à travers ce film-là, pour moi, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts ou dans les métadarons, réconciliation père-fils quoi en fait. Pour moi, Miyazaki répond à Goro, enfin c'est pas pour moi en fait, c'est quelque chose qui est plus ou moins dit dans les analyses qui sont faites des films. Pogno sur la falaise répond un peu au Conte de Terre-Mère où il y a un méga parricide dès le début du film quoi. Ouais. Donc voilà, pour dire en fait en gros j'ai déconné fils. Et Pogno voilà, et c'est tellement attachant pour ces raisons-là, voilà, je dirais Ponyo comme ça spontanément. Alors, Ponyo serait le fils Miyazaki et le non en fait le père de Ponyo en fait. Ouais. Par qui le bordel arrive en fait. Ouais. Du coup par son irresponsabilité. Par son irresponsabilité en fait, il provoque en fait et il essaye de résoudre un petit peu la solution. Et Ponyo en fait sera à l'image un petit peu de son fils un petit peu du coup. Parce que bon apparemment si j'ai bien compris Miyazaki Goro il voulait pas faire de l'animation, il voulait faire autre chose quoi. Ah merde. Bon, voilà. Ça sent dans le dernier. Non, mais je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment bien. Encore non, je suis assez d'accord. Et pour le coup, j'ai trouvé ça beaucoup plus encourageant que ce que tout le monde a dit au moment de la sortie du film. Votre thématique préférée? Je sais pas si tout le monde a répondu sur le personnage déjà. Il me semble que oui. Oui. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a effectivement la centrale que Ultra Chili nous parle depuis tout à l'heure, le passage un petit peu initiatique, la quête initiatique, le passage à l'âge adulte, ou de l'enfance à l'adolescence, enfin tous ces rites de passage. Il y a aussi, quoi qu'on en dise, des relations amoureuses, même si c'est beaucoup plus rare. Il y a le thème de l'hybridation, de la confrontation entre deux mondes, souvent le monde moderne et le monde naturel, ou le monde des esprits. Il y a le thème de la nature, en fait, sa préservation. C'est ça. Donc il y a vraiment plein de choses qui font que ces films-là nous parlent à nous occidentaux qui n'ont jamais vécu ça au quotidien dans la culture japonaise. Donc moi je pense que celui qui me parle le plus ça va être justement ce rapport entre deux mondes différents. Ouais, c'est aussi mon thème préféré je pense aussi. Cette confrontation et cette cohabitation en fait. Pompoko est extraordinaire sur cet aspect-là, enfin sur d'autres aspects aussi, mais ça marche très très bien. C'est pauvre raton laveur. On les adore. Moi, pareil, quand je l'ai revu avec les élèves au moment du confinement, c'était génial, quoi. Par contre, je peux citer un autre point négatif que j'ai. Allez, vas-y. Et juste pour un peu finir sur Pompoko, étonnamment, les gamins, c'est celui qu'ils avaient moins accroché. Je sais pourquoi. Parce qu'il est déprimant à la fin. C'est douche froide. T'as le film qui est super léger, super marrant pendant tout le truc. Et à la fin, ils sont tous morts. Enfin, pas exactement, mais quelques-uns ont survécu, ils deviennent putes. Arrietty qui était sympa, qu'on n'a pas évoqué. Ouais, Arrietty aussi, qui est très chouette. Ouais. Mais voilà. Ou Marnie. J'ai pas vu. Ouais, il est très beau aussi, celui-là. Souvenir de Marnie. Des points négatifs, et encore une fois c'est extrêmement personnel, c'est ce côté douche froide, ce côté on te montre un truc, on te met bien, là t'es à l'aise, t'es tranquille, voilà ce qui se passe, c'est la merde. Et ça arrive dans plusieurs films. Moi j'aime bien. Ouais, moi aussi je trouve que ça change un peu des Disney. T'as pas encore vu le Tombeau des Lucioles, c'est pour ça. Non, mais je refuse de le voir. Ça fait bizarre de trouver ça dans des dessins animés, c'est aussi ce qui fait la particularité des Ghibli. Oui, mais alors, moi j'aime bien aussi. C'est aussi ce que j'ai aimé dans les premiers Ghibli que j'ai fait. J'aimerais que ça soit moins systématique. Pas tant que ça, mais oui, il y en a qui sont un peu dark. Moi dans les thématiques que j'aime bien, ça rejoint du coup l'émancipation, ce côté, surtout le traitement des persos féminins, où souvent c'est l'inversion des rôles et c'est les femmes qui sont plutôt des femmes fortes. Qui sont responsables et les hommes qui sont un peu teubés à côté. Enfin bien souvent en général. Voilà. Et je sais que c'est une des raisons pour lesquelles très tôt j'ai mis les Ghibli à ma gamine dès qu'elle commençait à être à l'âge de raison, j'ai envie de dire, pour dire voilà tiens
autre chose que de la princesse fragile, quoi. Tu voulais qu'elle devienne lesbienne, c'est pour ça. Aussi. mais ouais, non, voilà, c'est... Oh, si je l'avais pas lu, je l'aurais dit moi. mais ouais, c'est histoire de dire, voilà, regarde, il y a un message différent que tu verras pas ailleurs, que maintenant on voit de plus en plus, parce que justement, ça a lancé une tendance, hein, derrière. Maintenant, t'as plein de dessins animés où t'as des persos féminins fortes. Même si à l'époque, il y avait un peu Cat Size dans les années 80, mais ça arrivait... Ouais, et puis Cat Size, ça tapait quand même dans les clichés aussi, super sexiste. Et voilà, il y a... légèrement. D'ailleurs, ma gamine regarde en ce moment, et à chaque fois, je peux lui dire... Ouais, lui c'est un pervers, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est pas bien. Ouais, je sais, c'est pas bien. Mais on parlait avec les collègues là, le jour d'école, on parlait de Pépé le Putois, et effectivement, le Pépé le Putois, c'est un modèle de lutte contre le consentement. Hein. Oui, voilà. On peut pas plus acharné que plus relou que Pépé le Putois. Mais ouais, moi c'est ça que. Enfin bon, il y a plein de choses que j'aime beaucoup. Hein. Pareil, le discours un peu écolo et tout, j'aime beaucoup. Mais oui, cette thématique-là sur le traitement des persos féminins, c'est ça qui m'a toujours plu. Je suis d'accord avec toi sur l'idée, effectivement, c'est badant, mais en même temps, c'est nécessaire. Oui. Et c'est pas tant que ça, en fait. Au final, il y a quelques-uns, c'est pas tous qui finissent très mal. C'est vraiment nécessaire dans ton poco. Tu sais que le tombeau de Luciole est moins dark que le roman dont tu s'inspires. Hein. Parce que voilà, à la fin, elle est encore plus dark, la fin. Quoi. Donc voilà, ça me fait la transition du coup sur quel film vous n'avez jamais vu ou que vous avez refusé de voir. Donc moi, effectivement, c'est Le tombeau des Lucioles. Moi, je le refuse de le voir. Et celui que j'ai pas vu parce que j'avais toujours envie de le voir au cinéma, c'est Le vent se lève. Je l'ai sur Netflix, je l'ai sur d'autres formats et j'y arrive pas. En fait, il faut que je le vois au cinéma. Je peux pas me contenter de le voir dans mon salon, quoi. Bah moi c'est Contes de Terre-Mère, j'ai vu le début, je me suis endormi, j'ai vu un petit bout, je me suis rendormi et je refuse de me retaper ça. Ouais, bah du coup, moi les Contes de Terre-Mère je l'ai pas vu, les choses ont été suggérées mais dans les listes et tout, mais je l'ai jamais regardé. Peut-être je le ferai, hein, peut-être pas, je sais pas encore. Le vent se lève, pareil, sûrement, par contre lui j'ai envie de le voir. Ouais, les Contes de Terre-Mère je suis... un peu perplexe, mais le vent se lève, je me dis qu'il y a du potentiel, donc ça peut me plaire. En plus, c'est le seul de Hayao Miyazaki que j'ai pas vu. Je les ai tous vus, quoi. C'est le seul que j'ai pas vu, donc je pense que je le regarderai un jour. Quoi. Et peut-être pour terminer, parce que j'ai encore d'autres petites parties à parler, votre petit coup de cœur, même si c'est pas votre film préféré, à moins que vous ayez une autre thématique à proposer, un autre truc à proposer par rapport à ça, enfin pas forcément un coup de cœur, mais ça peut être autre chose, quoi. Moi, le conte de la princesse Kaguya, je l'ai beaucoup aimé. J'ai mis du temps à me dire tiens, je vais regarder ça, parce que je savais qu'il existait depuis un moment, depuis quasi sa sortie. Et ouais, je l'ai vu au final il y a 1 an avec ma petite. Et vraiment, j'ai pas regretté. Alors déjà tout à l'heure, je l'ai un peu évoqué, le côté déjà de par sa DA, quoi, sa direction artistique qui s'inspire des estampes japonaises, avec des gros traits noirs, des peintures un peu vieilles, enfin des couleurs un peu vieillots et tout, j'aime beaucoup. L'histoire aussi de la princesse Kaguya, du coup, qui est un conte japonais, c'est partie des légendes, quoi. Ouais, c'est un petit peu comme nous si on racontait l'histoire de, je sais pas moi, la bête du Gévaudan. Ouais. Encore que non, un petit peu, c'est pas génial, non, mais une légende arthurienne, voilà, par exemple, voilà. Donc on est dans du conte. Ce qu'ils avaient contre la bête du Gévaudan, c'est stylé, la bête du Gévaudan. Ouais, le pacte des loups, c'était sympa, quoi. Tu te souviens pas justement cette réplique à la fin du film où le gars toise, comment il s'appelle là, c'était pas Christophe Lambert, c'est Samuel Le Bihan. Samuel Le Bihan, voilà, il toise Samuel Le Bihan, il fait nous ne reparlerons plus jamais de Gévaudan, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et du coup, t'es Kaguya par rapport à ça, le côté estampe japonaise, même l'histoire, de cette petite fille qui est trouvée dans un bambou par un paysan et du coup qui trouve de l'or un peu plus tard et qui interprète ça comme des signes venus du ciel, qui va se dire tiens, je vais l'élever comme une princesse et qui va quitter la campagne pour aller en ville et l'éduquer. Du coup, elle va avoir plein de prétendants. En grandissant, elle va devenir super belle. Ils vont l'éduquer comme une noble japonaise de l'époque, quoi. Et alors qu'elle va quand même être très réticente pendant longtemps et elle va refuser vraiment cette éducation-là. Finalement, elle va concéder, pour faire plaisir à ses parents. Elle va accepter de se faire, de suivre,
les coutumes et tout ça. Mais elle va toujours avoir cette idée de s'émanciper, de refuser, voilà, de jouer le jeu de ses prétendants, par exemple, qui veulent l'épouser, en les mettant au défi de trouver des reliques légendaires qui existent. Impossible, ouais, voilà, qui sont impossibles à trouver. Alors, t'en as qui vont essayer de faire des faux et tout. Elle va les envoyer chier. Mais bon, je vais pas raconter après la suite parce que. C'est vraiment. Voilà, c'est. J'espère que voilà, le dernier film de Miyazaki, parce que je pense que ça sera tout magnifique encore une fois, il sera aussi beau que celui-là, ou en tout cas aussi personnel et aussi intense. J'espère. Le fait qu'en tout cas, Isao Takahata ait fini lui sur ça, parce que pour le coup, c'est le dernier film qu'il a réalisé. Voilà, lui, il a bien terminé entre guillemets, j'ai envie de dire, depuis il est décédé. Mais ouais, c'est donc vraiment. Il a pas si bien terminé que ça. Ouais, bon, lui, après, il avait 85 ans quand même, hein, en 2018, quand il est mort. Peut-être rubrique nécro, voilà, un peu en décalé. Qui est mort en 2013. mais ouais, le conte de Prince Kaguya, franchement, c'était une bonne surprise. Et s'il y en a qui l'ont pas vu, vraiment, je vous invite à la regarder. Et c'est pour tout âge, hein, même des gamins peuvent regarder, ça passe très bien, quoi. Et toi, Ultra Alors du coup, moi ça tombe bien parce que ça va me permettre de finir ma liste. Donc je vous ai donné tous mes points négatifs, ça y est, ils sont faits. Ça y est. Et il me restait un dernier point positif. Ah non, mais c'est fou quand même parce que on s'est pas concerté, hein, quoi. Moi j'aurais dit juste les 4 points que j'ai dit en début d'émission et tout le reste, on a réussi à tout enchaîner, tout ce qu'on pouvait dire. Bravo. C'est vrai. Alors moi, il y a un truc qui me crite parce que ça fait partie de mes kinks les plus efficaces. C'est les Vimel Builder. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. C'est ces illustrations aux peintures qui présentent une foule de personnages dans laquelle on s'amuse à rechercher tous les détails du genre je sais pas, où est Charlie, ou un tableau de Bosch par exemple, ou les fresques de E-Boy. T'appelles ça comment? À la farandole. Tu peux redire le nom? Vimel Builder. Wilmer Builder. Vimel Builder. Ça vient de l'allemand Willem Builder Bunch. D'accord, Willem Builder. Je crois que ça veut dire juste une image avec plein de gens dessus. D'accord. Et tu penses à la farandole des monstres en fait, hein. Et je pense à Shiro. Ouais, la farandole, ouais. Voilà. Ouais. Et moi, ça m'a fait penser à la farandole, c'est juste un moment. Il y a énormément de plans où on est là-dedans. Je pourrais quasiment imprimer les frames et les afficher chez moi ou dans mes toilettes pour pouvoir chercher dedans. J'avais des fonds d'écran effectivement de farandole de monstres et effectivement c'est un autre passage où effectivement on parlait du seuil tout à l'heure. La farandole des monstres, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a fait découvrir la culture japonaise, ouais, effectivement. Et encore une fois, c'est quelque chose qui tellement nous met une claque, pas seulement visuelle en fait, parce que ouais, effectivement, comme tu dis, tu pourrais tapisser des murs de ça et ça serait tu aurais un intérieur magnifique, quoi. Mais il y a aussi en fait l'impression d'ouvrir une boîte et que cette boîte elle est plus grande que la cabine du Doctor Who, quoi. Enfin, c'est assez incroyable. Moi, c'est vraiment cet effet-là qu'il y a eu dans Chihiro, quoi. Pour conclure du coup un petit peu sur le studio Ghibli, parce qu'après on parlera un petit peu de ses successeurs et des liens avec le jeu vidéo, donc moi il y a 2 petits points. Je voulais partir de la Tortue Rouge, voilà, qui est un petit coup de cœur d'hier en fait. Effectivement, quand on regarde le film, on se dit pas qu'il y a un chara design, une musique, etc. Quoique la musique joue un rôle assez proche, on va dire. Et c'est un film qui n'a pas de dialogue, quasiment pas. C'est l'histoire d'un naufragé en fait, qui assez bon nageur parce qu'il a réussi en pleine tempête à atterrir quand même sur une île déserte. Peut-être qu'il a fait la planche, hein. Non, on le voit, on le voit nager, on se voit échouer. Il y a un petit côté effectivement Ghibli avec les petits crabes que l'on voit se balader tout au long du film, on dirait des noirodes ou des petits sylvains. Et effectivement, ils sont tellement attachants, tu les regardes, tu fais oh. Et en fait, on suit les aventures de ce naufragé, de ce Robasson, qui a fait Koh-Lanta, faut le dire, parce qu'il gère, de suite, il se dit bon, allez, trouver de l'eau, ok, check, trouver à manger, check, construire avec des morceaux de bambou un radeau, check. et en espace de 2 ou 3 mouvements, il essaie de s'échapper de l'île avec son radeau. Et puis, il fait à peu près 500 mètres au large de l'île d'un seul coup. Et on entend qu'est-ce qui se passe, il se lève et bam, on lui explose son radeau de fortune et il revient à la nage dépité, il gueule de frustration, il réessaye et pareil, un radeau plus grand, plus costaud, explose le radeau et là tu te dis mais putain, 20 minutes de film, le film il dure qu'1h20, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer, quoi. De quoi
Et là, tu commences un petit peu à te poser la question, quel est le but voilà, tu te dis, bon, le film parle d'une tortue rouge, donc ça doit être une tortue rouge qui doit s'occuper de ça, effectivement. Et je vais pas en dire plus parce que ça serait dévoiler un petit peu ce qui fait le charme du film, en fait. D'accord. Après, voilà, il y a quelque chose qui est assez surprenant qui arrive, et ce film est une belle métaphore de la vie et de ce que pourrait être une vie réussie, même si c'est une vie solitaire. D'accord, ok. Enfin, qui est en apparence, oui. Il était réalisé par lequel De Michael Dudovitz. Donc, du coup, c'est pas exactement un film du studio Ghibli, c'est une coproduction. Mais. Alors, juste une question, est-ce que cette tortue rouge s'appelle Raphaël? Non. D'accord. Donc, aucun crossover avec les Tortues Ninja. Et j'aimerais terminer, effectivement, parce que, effectivement, on a beaucoup parlé, on peut assez peu parler finalement de la musique, quoi. Joe Hisaishi. Oui. Ouais. C'est vrai. Qui a fait aussi beaucoup de films de Kitano. Oui. Pareil, quand on entend un film de Kitano, c'est assez marquant de voir les parentés. Et je pense que c'est véritablement un acteur de chacun des films, en fait. Les violons japonais dans Mononoke, la musique. Alors, je ne me rappelle plus le nom japonais, je l'avais. Rêvons les mêmes réveillés pour la version française dans Chihiro, qui conclut le Totoro, quoi. C'est pas Inochi no Namae. Ouais, voilà. C'est lequel je pense. Inochi no Namae. Et Tonari no Totoro pour tout ça, c'est des musiques qui sont ou des thèmes qui sont absolument mythiques, comme disait Jirem. Voilà, le thème de San ou d'Ashitaka, il est juste monstrueux. Le thème final, Ashitaka and San au piano, ça me colle les frissons à chaque fois. Quoi. Road to the West, enfin c'est des BO en fait que j'ai même mis en classe avec mes élèves, parce que une de mes gamines, de mes élèves, elle dit j'ai vu ma princesse Mononoke ce week-end avec mes parents, et je lui dis écoute, on me dit tu peux mettre la musique, et du coup on a passé toute la musique, et moi j'étais aux anges quoi pendant que je travaillais. Moi ma gamine, je lui ai fait une compile pour son post CD, enfin en format CD du coup, avec la plupart des musiques principales quoi, de Ghibli. Donc il y en a une vingtaine, et il n'y a pas une semaine où elle l'écoute pas quoi. Voilà. Et je pourrais même vous prouver que j'ai toujours le CD que j'ai acheté au moment de la sortie du film dans la bibliothèque, mais sinon, moi il y a un truc qui m'a bluffé à un moment donné, c'est je crois que c'est dans Chihiro qu'il y a une chanson qui reprend vite fait, t'as l'impression qu'ils ont mis des paroles sur les canons de Pachelbel, et au début je m'étais dit ça, je me suis dit bon, pour celle-là, ils se sont pas fait chier. et genre, la deuxième fois que je l'ai écouté, j'ai fait putain. Non, voilà, il y a un moment donné, tu vois, au début, tu te dis. Au début, je l'ai pas écouté la chanson. Et quand je l'ai réentendu, j'ai fait mais non, mais en fait, c'est trop bon. Et puis, n'oublions pas ma fabuleuse version de Pomme de Itsuno. Enfin, voilà, Pomme, quoi. C'est longtemps qu'on n'avait pas parlé. Et quoi devient de Thomas Pesquet je l'ai vu en couverture d'un magazine là, dans le kiosque il n'y a pas longtemps. Mais... Je pense qu'il a pas dit une connerie à un moment donné, il n'y a pas très longtemps. Je sais pas. Il n'a pas suivi. Il me semble qu'il a dit un truc où les gens ont fait oh, et puis d'un seul coup on n'a plus entendu parler de lui. Après, quand tu es un personnage public et que tu passes ton temps à parler, tu dis forcément des conneries. Genre, nous on en dit toutes les semaines alors qu'on n'est pas les personnages publics. Donc... Il a fait, alors chercher sur internet, là, il a fait un timelapse d'une aurore boréale qui est absolument époustouflant. Ouais. T'as l'impression en fait quand ça se finit, t'as l'impression que tu vas avoir un réacteur Mako qui apparaît. Je vais faire une petite transition, voilà, du coup avec les aurores boréales pour faire un lien avec les héritiers que sont pour moi effectivement après c'est assez communément admis aussi, que sont Makoto Shinsai et Mamoru Osada. Ok. J'ai commencé par celui que j'ai découvert en premier, Mamoru Osada, qui a failli réaliser le Château ambulant. D'accord. Ouais, qui a failli. Il a été contacté au moment où il faisait ses premiers longs. Il a travaillé comme animateur pour faire Trigun. Alors attends, est-ce que c'est eux qui ont dit finalement non, ou alors c'est lui qui a dit ça m'intéresse pas? Non, pour le coup il a commencé à bosser et il leur a dit en fait lui il voulait... Il a trop de pattes, le château ça m'intéresse pas, c'est compliqué. Il voulait un peu plus de liberté de création, c'est-à-dire de faire un film un peu plus personnel, peut-être que le standard Ghibli peut-être, s'il existe vraiment. Et finalement, ça n'a pas collé en fait. Ce qu'on appelle les différents artistiques, mais en fait, je pense qu'ils ne se sont pas entendus du tout. Et du coup, il y a Madhouse, qui est une espèce de studio monstrueux au Japon. Hein. Je ne vais pas lire la centaine d'animés qu'ils ont fait en série parce que ça ne vaudra pas le coup.
Voilà, un des derniers qu'on connaît bien, c'est One Punch Man. En long métrage, ils ont produit tous les films de Satoshi Kon. Paprika, Millionaire Actress. C'était bien Paprika. Ah, Satoshi Kon, c'est pareil, c'est un monument de l'animation japonaise, de l'animation mondiale. Et il commence sa première film avec La Traversée du Temps. En 2006, je crois, de mémoire. Effectivement, il se passe des choses bizarres dans mon appartement. Qui est une fille qui découvre le pouvoir d'arrêter le temps en fait et du coup qui en use et en abuse. Donc ça, j'ai vu des vidéos sur Pornhub mais comme ça les gens ils ont une montre, ils font hop, ils arrêtent le temps, ils déshabillent les autres gens et... C'est ça? Non, pas ce genre de traversée donc non. D'accord. On va continuer avec un film qui avait marqué visuellement. Pourtant c'est marqué Time Stop Japanese hein. Pense à tes élèves qui vont nous écouter. Un jour. Voilà. J'ai plus envie d'en dire. Pardon. Summer Wars en 2009, qui est un film visuellement très intéressant aussi. Celui qui m'a le plus marqué, je pense, c'est Ameyuki, les enfants nus, qui traite un petit peu d'une thématique assez proche, c'est-à-dire entre monde moderne et monde des yokai. Le garçon et la bête, pareil, ça traite un peu. Je l'ai pas vu, j'ai envie de le voir. Mirai, ma petite sœur, qui est plutôt quelque chose de moderne en fait, mais toujours pareil avec ce côté imaginaire. Et là, il a fondé à partir de, je crois que c'est à partir d'Ameyuki qui fonde en coproduction avec Madhouse Schizo ou Shizo. D'accord. Parce que Schizo, c'est des fois terrible quand même. Ouais. Pour moi, les premiers points communs, c'est une distribution internationale importante. Tous sont sortis en France. Je les ai tous vus au cinéma, sauf le dernier j'ai loupé, Belle, qui est sorti en janvier. Une animation avec assez époustouflante, avec des univers très beaux, très variés. Des thématiques proches autour de cette hybridation. Donc on parlait entre deux mondes. Pas forcément le monde naturel, par contre, pour Osada. Et des personnages qui sont en recherche d'identité aussi. Donc vraiment, il y a ces deux thématiques-là. Je trouve qu'il y a une plus forte présence du monde moderne, quand même, malgré tout. Les thématiques sont plus proches, plus actuelles. C'est un peu le cas aussi pour Makoto Shinkai, qui a beau être un peu plus jeune, il a commencé à peu près en même temps. Et lui, il est vraiment considéré comme le nouveau Miyazaki, son héritier. D'accord. Même s'il s'en défend, il dit non, mais je ne peux pas égaler le maître. Oui, c'est le maître. Ouais, voilà. c'est ça. Son film préféré d'ailleurs est Le Château dans le ciel, donc c'était rigolo. Il compte aussi 6 films à son actif, dont 3 que j'ai pas vus. Les 3 premiers. La Tour au-delà des nuages, quelque chose que j'arrive pas à relire. Voyage vers Agartha, et le premier que j'ai vu au cinéma, Your Name, qui a été une putain de claque de malade. Les enfants du temps aussi, qui est très réussi. Et son 6e qui devrait sortir incessamment sous peu au Japon, Suzumi no Toginai, je sais pas comment j'écris ça très vite. Ouais, Your Name, je sais que pendant longtemps, je crois que c'était un Ghibli. Tellement, effectivement. Là, pareil, je trouve qu'il y a des décors somptueux. Voilà, je trouve que la parenté au niveau des décors, des thématiques proches, mais encore une fois beaucoup plus modernisées, des préoccupations beaucoup plus actuelles. Un accent marqué sur les histoires d'amour. Pour le coup, quasiment tous les films traitent de ça. Et une réalisation, une écriture beaucoup plus basée sur l'humour en fait. Parce qu'il dirait que c'est quelque chose qui n'est pas très présent dans les films Ghibli. Ouais. Et là pour le coup, à part certains films comme Les Voisins de Yamada ou ceux qui sont un peu enfantins, les Totoro, les Papoko, etc. Voilà. Pogno aussi. Ouais. Mais là du coup, là effectivement pareil aussi une distribution internationale de tous les films depuis One Your Name passent au cinéma en France. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez des films, si vous en avez vu quelques-uns là parmi que j'ai cités? Il y en a plein que j'ai pas vu. Il y a que Your Name que j'ai vu. Et qui était. Qui est un putain de chef-d'œuvre. Hein. Mais du coup, je peux rajouter un autre point négatif ou pas? Allez. C'est que l'attachement de Ghibli au dessin à la main fait qu'ils ont une animation qui est remarquable, mais qui va pas être aussi efficace justement que ce qu'on va trouver chez Mappa, chez Bones, chez Madhouse, où on a l'animation moderne, quoi. Et qui est plus, c'est plus l'animation flash comme on avait il y a, voilà, où c'est pas l'animation en image synthèse pourrie, ça reste de la très belle animation, ça reste avec des humains qui travaillent derrière dessus, mais en termes d'efficacité de c'est sûr que la production d'un film en moyenne c'est 3 ans pour un film comme justement chez Schizo ou chez CD Mixwave pour Shinsai,
c'est 3 ans. Un film chez le studio Ghibli avec le savoir-faire à l'ancienne, entre guillemets, c'est 6 ans. Ouais, moi j'aime bien le rendu des animés Ghibli. Ouais, moi aussi. Après, comme tu dis, c'est un attachement. Oui. De l'attachement. Après, je sais que par exemple, sur certains, principalement sur des animaux, des trucs comme ça, t'as des animations qui sont parfois un petit peu en deçà du reste du film. Ouais. Genre dans Mononoke, t'as quelques plans parfois avec les loups qui sautent de pierre en pierre, des choses comme ça qui sont un peu moins réussis que d'autres plans. Mais c'est même pas qu'ils sont pas réussis, c'est qu'ils collent pas avec le reste. Enfin, je sais pas. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver qu'il y ait des sortes de faux raccords, on va dire. Mais bon, après voilà, c'était juste pour dire, ils ont pas à rougir de leur travail, ces braves gens. C'est les Miyazaki modernes, tout simplement. Donc ils travaillent pas exactement forcément de la même façon. Non, mais c'est plus en termes d'héritier spirituel, et c'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent en fait à avoir quelque chose, un cinéma universel. Oui. Par contre, ouais. C'est un cinéma qui est universel, c'est-à-dire que bon, après, effectivement, la culture et les séries japonaises d'une manière générale s'exportent très très bien, notamment en France. Ouais. Mais ces films d'animation-là, effectivement, certains de ces films, ça peut être considéré comme des vrais chefs-d'œuvre de cinéma tout court, en fait. Et voilà, c'est pour ça que je voulais en parler un peu de ces héritiers-là, parce que, pareil, courez les voir sur Netflix, sur tout ce que vous pouvez voir, achetez-les en DVD, en Blu-ray, peu importe. Faites-vous plaisir, c'est des films à voir. Ouais. Quoi. Après, même si dans le lot, il y en a des très bien, ça manque encore un film référence qui vont arriver au niveau des Ghibli. Your Name est un film référence. Your Name, tu vois, dans ceux que tu m'as dit, c'est le seul pour moi qui sort du lot. Bon, même si Paprika aussi, tu vois, mais. Paprika, c'est la génération. Et encore que Paprika, voilà, c'était il y a 15 ou 20 ans, tu vois. Je crois que c'était un peu après Perfect Blue, je sais plus. C'est ça, c'est aux alentours des années 90, quoi. Voilà. Donc. il était déprimant aussi, celui-là. Ouais, il était sympa, mais il était déprimant. Et. Mais ouais, mais ça manque vraiment de films vraiment références, style Mononoke, Chihiro ou d'autres. Voilà, du coup, Shinsai, il a réussi avec Your Name. Pour moi, Osata aussi a réussi avec Ame Yuki, parce qu'il y a une espèce aussi une perfection dans ce film-là. Mais ces films suivants... on n'a pas réussi à reproduire. C'est des très très bons films, mais c'est pas aussi marquant, quoi. Effectivement, je comprends ce que tu veux dire par un film aussi incroyable que ça marque. Your Name a eu cet effet-là, je pense, sur le cinéma mondial. Ouais, il en fallait qu'il y ait 2-3 films réussis autant, enfin 2-3 succès à la suite. Non, mais ça va venir. Non, voilà, mais Shinsai, effectivement, c'est pour ça qu'on le surnomme l'héritier, parce que du coup, il y a ce côté, les enfants du temps, c'est aussi une putain de claque. Ouais. Et si le prochain, c'est encore une putain de claque, effectivement, là, il aura marqué de son empreinte l'animation mondiale, quoi. Ouais. Ce qui m'amène un petit peu à faire la transition avec pas encore notre ramen, parce qu'on a déjà bien avancé. On va essayer de faire un peu plus court peut-être, j'en sais rien, sur effectivement les jeux vidéo qui ont des univers d'animation de général qui peuvent faire penser au studio Ghibli ou qui ont été inspirés de cette logique-là, en fait. Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Effectivement, on a discuté un petit peu avant que tu arrives, c'est monstrueux. Je n'étais pas là encore pour entendre le truc, mais j'imagine que... Alors, je sais pas, vas-y, si tu veux lancer le sujet. Alors, moi je voulais plus parler en termes un petit peu de cinématique, et sans vraiment parler vraiment des jeux, parce que c'est pas forcément le plus intéressant, quoi. Je pense que plutôt l'aspect thématique va développer Ultra Chili ou toi. Ça risque d'être un peu plus pertinent par rapport à notre miso. Moi, je pensais en termes de cinématique, c'est véritablement les jeux comme Baton Kaitos, on en parlait tout à l'heure, les Persona, tous les jeux, les RPG PS2 avec des petites séquences d'animation pour faire balancer les FF aussi, effectivement. Et pour moi, là où il y a la consécration de vraiment cette côté cinématique, animation qui n'est pas inspirée d'un manga, c'est les Tale of, qui est vraiment la série qui a intégré de l'animation quasiment dès le début, et pour vraiment servir, entre guillemets, son jeu, en fait. C'est-à-dire que tu attendais les petites séquences animées comme le Messi, en fait. Ouais. Et je trouve que moi, j'ai toujours été très fasciné par ces jeux-là. Des fois, il y a certains jeux, effectivement, je les jouais parce que je me dis, il y a des petites séquences d'animation dans le Baton Kaitos, c'est ça qui m'a tiré au début dans le jeu, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je vais aller très très vite sur ces jeux. En plus, on en a déjà pas mal parlé, notamment des Day Off, pour d'autres raisons, mais effectivement, je pense que l'aspect thématique est plus intéressant. Je te laisse la main, Ultra. Oh, carrément. Non, je sais pas, moi j'ai fait juste une liste comme ça qui me passait par la tête. J'ai pensé à
À la série des FF, effectivement, en particulier peut-être FF5, je pense que c'est lui qui a peut-être apporté le plus de trucs qui sont revenus après. Hein. Mais tout ce qui est vaisseau volant, tout ça, le côté rétro-futuriste. Ouais, le côté rétro-futur, ouais. Complètement. Pirates du ciel, les histoires d'équilibre entre le bien et le... Enfin non, on s'en fout, c'est dans tous les animés. Ouais, c'est les thématiques classiques. Non mais voilà, alors, sachant que Hironobu Sakaguchi a avoué c'est pas une honte, être un grand fan des studios de Ghibli et qu'il avoue qu'il a inséré quelques petits clins d'œil là-dedans. D'ailleurs, il y a une arme dans FF9 qui s'appelle Laputa. Ah ouais. C'était une double dague, je crois, pour Zidane. D'accord. Si je me souviens bien. Il y a quoi? Il y a alors pareil, il y a Eiji Aonuma, le producteur de Breath of the Wild, qui a dit on s'est inspiré vite fait de films d'animation japonaise un petit peu. Bon on va pas chercher trop loin là où il a. Enfin, il y a pas besoin de chercher très loin pour savoir où il est parti les piocher. Ces trucs, ce rapport à la nature qu'on a dans Zelda Breath of the Wild, qui est unique dans les Zelda, on va vivre de la terre et on va explorer. On a ce sentiment d'être paumé dans la nature. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à des feelings qu'on a pu avoir dans les Ghibli, les Korogu qui font beaucoup penser au Sylvain, par exemple. Il y a quoi? Il y a Jet Cocoon. Cocoon, alors là, pour le coup, ça a été réalisé par le chara designer de Ghibli, Katsuya Kondo. Vous avez joué à ce jeu ou pas? Non, du coup, ouais. Sur la liste de jeux à faire. Je vous en parle vite un peu plus du coup. Ouais, carrément, ça peut te faire une bonne transition vers la... Alors, il est sorti en même temps que Princess Mononoke, c'est-à-dire 98 au Japon, 2001 en France. Ouais. Il y a des histoires de dieux de la forêt. Il faut visiter des villages dans lesquels il y a des maîtres des cocons qui capturent et purifient les créatures et pour lutter contre la malédiction de la forêt, etc. Bref, le nôtre de maître des cocons, il a disparu, c'était notre père. Résultat, on se retrouve apprenti maître des cocons, on va dans la forêt, on capture des animaux, et on a une meuf qui est notre meuf, je crois, ou notre mère, je sais plus, qui en gros va dire tiens, t'as chopé deux animaux, deux monstres, ben on va les combiner. Et ça, c'était top. Ouais. C'était top parce que du coup le jeu, alors il a été beaucoup injustement comparé à Pokémon parce que effectivement on va pas combattre nous, on peut combattre nous mais généralement parce que nous on tape avec une dague à la con et on fait 0 dégâts. Mais ça me rappelle quelque chose. Généralement on va envoyer nos monstres et en fait tu prends je sais pas moi une mouche par exemple et un hérisson. Bon tu les fusionnes, ça te fait une mouche avec des pics sur le dos. Et visuellement, le modèle du monstre s'adaptait en fonction des caractéristiques de l'un et de l'autre. Donc t'essaies de choper des trucs, t'avais une sorte d'élément avec le feu qui est plus fort que l'électricité. Un méchant hérisson. Voilà. Et c'était top, j'adorais ça. Et donc il y a une intro, alors si jamais vous n'êtes pas encore convaincu du lien entre ça et Princess Mononoke, regardez l'intro du jeu, elle est disponible sur YouTube, vous cherchez Jet Cocoon intro. Et la cinématique, tu peux pas ne pas penser à Princess Mononoke en voyant ça. Que ce soit les persos, les décors, les costumes, l'architecture, les lieux, le bestiaire, tout. Enfin, t'as l'impression que c'est une scène qui est tirée de Princess Mononoke. Voilà. Donc voilà, très sympa. Moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Le jeu de mémoire et le gameplay était pas forcément super passionnant. Il y avait ce truc avec les monstres qui était très très cool. Après, ça se passe en écran fixe, ce qui était déjà un petit peu vieillot pour l'époque. Ouais. Donc on était en 3D sur des écrans fixes en 2D, on se déplaçait, on allait au bord mais les zones étaient très petites, dans les villages on se déplaçait avec juste en sélectionnant l'endroit où on veut aller sur une carte. C'était pas ouf, le jeu est très très court. Sur PS2 c'est ça? PS1. Il y a eu un Jet Cocoon 2 sur PS2 que je connais pas du tout pour le coup. Voilà, je sais pas du tout s'il est bien, de quoi il parle. Mais voilà, si vous avez 10 heures à faire sur du rétro gaming, c'est pas mal. Vous faites Jet Cocoon. C'est tentant du coup. C'est toujours sur ma liste, moi, justement de jeux de RPG japonais que j'ai pas fait. Et qui sont si tu arrives à le pécho, Jérém, ça m'intéresse. Pas de soucis. Au pire, ce sera en ROM. Et si j'arrive à choper une bonne occasion aussi, ouais, je te dirai. Mais après, je crois que de mémoire, j'ai déjà eu Jet Cocoon passer justement quand je faisais mes recherches de jeux à acheter, quoi. Et de mémoire, il était pas donné. Alors, c'était pas du niveau d'un Suikoden qui est à 200 balles. Mais je crois que de mémoire c'était quand même autour des 70 ou 80 balles s'il est en bon état. Ouais. Sachez que mes parents ont vendu le mien 1 € dans un marché aux puces encore une fois. Pareil, dans la série des jeux dont en les voyant on ne peut pas ne pas penser à Ghibli, il y a récemment Aegis Defender.
D'accord. qui est un jeu de plateforme slash tower defense. Donc en gros, on va chercher des trucs, on assemble des robots et ça sert à faire des tower defense. Ouais. L'histoire, c'est en gros, la technologie s'est effondrée, il reste des artefacts d'un monde ancien qu'on doit protéger contre des vagues d'ennemis corrompus. Et que ça soit le chara design, les décors, le bestiaire, pareil, tu te dis... Il y a un petit côté, effectivement, je faisais l'écho aussi Nier aussi, je pensais un petit peu à ce aspect-là. Aussi, ouais. Ouais, carrément. Et donc voilà, il y a ça. Après, sur l'aspect philosophique, on va dire, sur la philosophie des Ghibli, il y a peut-être Undertale qu'on pourrait mettre là-dedans. Le côté où j'ai des ennemis, c'est des monstres, ils sont effrayants, mais tu sais quoi, au lieu de les taper, je vais leur parler de leurs problèmes. C'est le côté quête initiatique, mais pour le coup, c'est complètement. Oui. Alors là, de toute façon, le personnage, on dirait une version pétée faite à Paint de Chihiro. Ni garçon ni fille ou garçon fille, on sait pas, mais c'est très intéressant. Peut-être aussi alors Stardew Valley qui a quelques clins d'œil dans son design, il y a quelques sprites de Stardew Valley qui font penser beaucoup à des trucs qui existent chez Ghibli, ne serait-ce que t'as littéralement des noiraudes. Ouais. Ah oui, il y a ça aussi, pardon, j'en ai pas dit, mais dans Jet Cocoon t'as des bestioles qui vivent dans la forêt, c'est genre il y a un Sylvain, il a chopé une noiraude, il l'a pécho et leur enfant c'est ça. D'accord. Tu parles tout à l'heure de la bouche et de l'hérisson, voilà. Je sais comment ça arrivait. C'est ça. Et aussi il y a un côté, c'est très community centered, comme on dit community centered en français, le côté t'as ton village, tu vis autour et puis on s'entraide entre nous, etc. Et avec un côté anticapitaliste. Ouais, zadiste quoi, limite. Non mais genre, tu vois, dans Stardew Valley, il y a un moment donné, t'as un dilemme. Toi, en tant que... Alors, parce que dans Stardew Valley, la vraie raison pour laquelle, parce que là j'ai parlé vite fait des sprites et comme ça, mais la vraie raison pour laquelle ça me fait penser à ça, c'est que l'histoire, c'est littéralement un mec qui dit, je vais faire un break de la ville, je vais aller m'installer à la campagne. À la campagne, qu'est-ce qui se passe? Il va dans une grotte, il y a des slimes. Il dit, oh, c'est quoi? Voilà. J'ai rejoué il y a pas longtemps, je vais relancer la partie. Voilà, il va dans le community center. Il y a quoi? Il y a des petites bestioles qui vivent là, des sortes de petits esprits qui vivent dans le community center et qui essayent de le pousser à accomplir des quêtes pour relancer l'équilibre de la communauté. Et ça me fait vachement penser. C'est un plot de Ghibli, ça. On est carrément là-dedans. Et à côté de ça, il y a des trucs du genre, il y a un moment donné, tu vas se dire, est-ce que tu vas plutôt aider la communauté à se développer, le village à renaître un petit peu tel qu'il était avant, ou alors tu vas acheter ton coca à Joja Market, et à ce moment-là, c'est Big K qui vient s'installer dans ton village et qui vient tout raser pour installer des supermarchés. Ouais. Voilà. Et après, de manière un peu moins directe, il y a pas mal de jeux comme les jeux Level 5, les Professeur Layton, il y a un jeu, Attack of the Friday Monsters. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce jeu. J'en ai vraiment pas entendu. C'est vraiment en faisant des petites recherches. Hein. C'est une simulation de vie, mais en fait, voilà, c'est une simulation de vie dans laquelle tous les vendredis, il y a les films issus il y a des monstres, issus de films tokusatsu qui viennent. Dans le genre, t'as Godzilla. Et il est là dans la ville. Et pareil, ce contraste imaginaire et vie mondaine, c'est quelque chose qui s'apparente complètement à ce qu'on trouve dans un Chihiro par exemple. Voilà, Professeur Layton par contre ce sera plus sur le design, un petit peu ce qu'on retrouve aussi dans Forgotten Anne. Je sais pas si vous avez passé. Oui, c'est celui-là que je pensais aussi comme lien entre le studio Ghibli pour cette partie-là. Effectivement, je voulais y jouer, ça fait longtemps qu'on l'ai joué, mais ouais, effectivement, c'est carrément ça. Voilà, esthétiquement, au niveau de la DA, on a l'impression d'être justement dans le film de Goro là, le dernier dont j'ai oublié le nom déjà, mais Aya et la sorcière. C'est assez hallucinant, mais j'ai envie de jouer au jeu juste pour ça. Et puis le gameplay a l'air très sympa aussi, mais oui. Voilà, et donc après notre ramen, je sais pas si tu en as d'autres. Alors il y en a quelques-uns, peut-être c'est des évidences pour moi, peut-être pas pour vous vu que vous les avez pas cités, mais il y aura des jeux du style The Last Guardian ou même Shadow of the Colossus où moi j'ai l'impression d'être Ashitaka sur son cheval quoi, sur Haru. Je sais plus comment il s'appelle, la bestiole, l'animal qu'il chevauche là tout le long. Bref. Ou même le dernier, The Last Guardian. The Last Guardian. Non, mais Ico, je pense à Ico. The Last Guardian, Shadow of the Colossus. Le côté aussi un petit peu décor assez extraordinaire en fait. Oui, il y a ça aussi. Un mélange de ruines et de. Après, une autre évidence pour moi, c'est Okami avec
Amaterasu. Enfin voilà, c'est quasiment inscrit dans le gène du jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un côté très animé, très peinture. Enfin, c'est ça, qui fait aussi un peu la stamp japonaise, du coup, mais très coloré, pareil, le lyrisme japonais. J'avais beaucoup aimé, j'ai pas joué longtemps, mais j'ai beaucoup aimé. Effectivement, ça me fait beaucoup penser à Ghibli, mais est-ce que c'est inspiré par Ghibli? Je pense que oui, le loup blanc et tout, enfin, je pense que ouais, il y a quand même de la référence dedans, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça a été automatique quand j'ai vu à l'époque Okami. Après, alors là on est sur du détail, du point de détail un peu comme tout à l'heure sur FF5 et le côté un peu rétrofuturisme. Mais par exemple Wild Arms, il y a à l'instant on trouve un golem voilà qui va nous aider dans la quête, un moment du jeu, dans l'histoire. Et il ressemble vachement au golem de exactement Château dans le ciel, ouais, c'est exactement la même couleur. Enfin, il ressemble beaucoup, quoi. Hein. Et je pense qu'il y a sûrement une référence à ça. Vous allez me contredire, mais aussi dans Chrono Trigger, du coup. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, aussi. En plus, je suis con, je suis en train de jouer en ce moment sur mon téléphone et j'y ai pas pensé. Et mais ouais, après, je pense que des références, on pourrait y passer la nuit. Des références, des influences. Alors, par contre, on dit Chrono Trigger. Parce que quand il y a 2G, c'est Iger. Ouais. Par exemple, si tu dis Niger, c'est le pays. Bon, ça fera pas transition. Ça fait penser au même de Bozo, ça. C'est vrai. En ce moment, j'ai mis longtemps avant de comprendre, d'ailleurs. Quoi, driver, ok. Et du coup, quoi, c'est quoi worker? Enfin, du coup, je cherchais, et puis après, j'ai compris. J'étais pas, ouais. Le mot de N-word qu'on ne prononcera pas. Mais ouais, je pense que c'était tellement marqué et que ça a une influence surtout sur les jeux des années 90, les JRPG et tout. On pourra encore en trouver un, mais ouais, je pense que si t'as fini sur le sujet, le jeu qui marque le plus, le jeu pour lequel il n'y a pas de discussion, voilà. celui qui a été coproduit et dont on va parler. Donc effectivement, alors là, pour le coup, je suis venu complètement à poil. Ouais. On allait te dire d'ailleurs, ça nous gêne un peu. Ouais. Si je pouvais t'habiller. Surtout que là, t'as les jambes écartées depuis tout à l'heure. Puis en plus, t'as cette érection depuis le début de l'émission qui est un peu gênante. Je comprends que t'aimes les Ghibli, mais bon, il y a des limites.